Eh ben, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, j'allais dire du vendredi, mais c'est vrai que l'ensemble des webinaires de Sony, c'est très très souvent le vendredi. Alors là, on a une petite complication, c'est qu'on a juste au-dessus de chez nous, viennent de démarrer des travaux pharaoniques. Donc, voilà, donc vous allez parfois entendre des petits bruits de perceuse, mais globalement, le timbre de la voix d'Eric sera un peu plus chatoyant que le timbre du bruit des perceuses juste au-dessus. Alors, on va vous parler aujourd'hui d'Amérique du Nord, on va vous parler de gestion US. Il s'est passé beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses. L'idée, c'était de faire un point global avec Eric sur l'ensemble de ces sujets-là, bien évidemment. Vous avez l'habitude de ce format, donc vous avez le petit onglet en bas à droite pour tous ceux qui voudraient poser des questions. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Ça devrait être assez confortable, on a un peu de temps devant nous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions juste en bas. Eric, je vais te laisser la parole, hein. C'est toi qui vas être le grand ordonnateur de tout ça. On va entrecouper ça évidemment d'un jeu de questions-réponses. Mais bon, le premier sujet tout de suite, c'est de voir un petit peu voilà, où on est aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses. Toi, tu es tous les jours les mains dedans. Raconte-nous un petit peu la vision du jour. Oui, donc merci à tous de vous être connectés pour cette petite présentation. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet des slides, peut-être une petite remarque d'ordre général sur ce qui se passe depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. Faut que tu mettes plus fort ton micro, Eric, parce qu'on n'entend pas. Oui, là vous m'entendez Ah là? bah voilà, là c'est magnifique. Là, c'est Oui. bon. Donc oui, Magnifique. peut-être quelques remarques d'ordre général sur ce qui se passe aux US depuis le début de l'année, hein. On est parti sur un début d'année un peu exubérant en mettant en avant l'exceptionnalisme américain et des marchés qui ont continué un petit peu sur la portée de l'année dernière et sont emballés en début d'année et avec un dollar, beaucoup d'appels pour un dollar à parité. On a touché les 1,02 et des poussières. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, on a un effet de balancier qui s'est mis en place. Autant on avait sans doute peut-être un sentiment un peu trop bull, un peu trop positif sur la partie US en début d'année. Là, pour moi, c'est pas sans doute, mais sans aucun doute que ce balancier ou cet effet balancier est devenu beaucoup trop négatif sur la partie US et on va expliquer dans les prochaines slides pourquoi. Et également sur le dollar, on est passé d'un dollar, comme je l'évoquais, d'un 0,2 et des poussières, on a fait un 0,950. Aujourd'hui, on est autour des 1,0820. Donc, on a eu des mouvements qui ont été assez puissants et surtout sur des très courtes de périodes. On peut commencer peut-être par les premières slides. Voilà. Donc je voulais illustrer que effectivement, généralement, on a toujours des creux de marché, hein, des corrections de marché, des corrections qui sont globalement relativement saines et qui sont pour les investisseurs qui sont plutôt long terme, hein, ce qui est le cas de plupart d'entre nous, des points d'entrée intéressants pour commencer à remettre du risque. Vous avez en bas sur la ligne rouge, les corrections moyennes du marché. Depuis, tu peux remettre la slide en grand, Christophe, s'il te plaît. Ouais, voilà, le slide d'avant, oui. Donc les corrections de marché, donc on a eu des corrections de marché depuis 1990 qui sont en moyenne de l'ordre de 15,2 et ce qu'on constate, pas bien entendu chaque fois, mais que régulièrement, ces corrections de marché sont suivies par des rebonds relativement importants. On parle de rebonds moyens de l'ordre de 10,6% sur cette même période. Et que donc pour des investisseurs long terme qui veulent avoir une allocation au marché américain, ces phases de correction sont généralement des points d'entrée. Vous allez me dire, oui, la correction n'est pas significative. On a touché plus de 10% entre le point haut et le point bas sur le S&P, autour des 14% sur le Nasdaq. Et si on regarde ce qui se passe sur le Russell 2000 entre septembre et aujourd'hui, plus de 25% de phase de correction. Donc, on a quand même eu des corrections importantes. Slide suivante. On rentre dans une période aussi où on a performance passée ne préjuge pas de performance à venir, mais ce sont des données qui reprennent depuis 1950 à 2024. On revient dans une saisonnalité pour le marché américain qui est quand même globalement un petit peu plus favorable, notamment sur avril-mai. Vous le voyez, vous avez les retours moyens par mois sur ces périodes-là. On voit que le mois d'avril et le mois de mai sont généralement un peu plus favorables que le mois de février. En termes de performance. C'est anecdotique peut-être, mais ça réconforte dans ce sujet d'une certaine stabilité qui doit revenir sur le marché US. Ce qu'on peut voir, c'est que sur cette phase de correction, elle a été relativement généralisée, hein. Vous le voyez sur les rectangles bleu foncé, c'est les performances par secteur en bleu foncé sur un mois et en vert
plus léger, ce sont les performances depuis le début de l'année. Donc, la correction qu'on a connue depuis quelques semaines, elle était généralisée. Donc, c'était pour moi un réel sell-off. Et ce qui est intéressant, et on rentrera dans le process du fonds pour ceux qui ne le connaissent pas, mais pour ceux qui le connaissent, c'est que durant cette phase de correction, les stratégies ou les performances des indices dividendes aristocrates, et donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le rappeler, le dividende aristocrate recherche une croissance régulière du dividende pendant une période de 25 ans. Nous, dans le fond, pour éviter d'avoir des biais sectoriels trop forts, puisque l'univers du dividende aristocrate est relativement restreint, on regarde 15 ans de croissance régulière du dividende, ce qui inclut la crise financière de 2008 et la crise sanitaire qu'on a pu connaître avec le Covid. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette phase de correction, on a un dividende aristocrate qui affiche une performance positive, alors qu'on a effectivement le S&P plus global qui lui est en baisse sur cette même période. Donc ce bloc de croissance régulière du dividende joue bien son rôle d'amortisseur dans les périodes de plus forte volatilité de marché. Donc, au sein du fonds, ce qu'on voulait aussi illustrer, on a repris sur le graphique du bas les 2 dernières phases de reprise du marché. Ce qui est important de voir, c'est que généralement, autant dans les phases de correction, ces approches croissance régulière de dividendes qui ont plutôt un biais value dans leur constitution, puisque ce sont des boîtes avec des biais moins de croissance et plutôt des boîtes fonds de portefeuille qu'on va retrouver comme du McDo ou ce genre de société. Dans les phases de rebond de marché, de reprise de correction, généralement, ce sont plutôt les boîtes dites de croissance qui vont rebondir. Et que dans ces environnements de marché qui seront peut-être moins favorables aux stratégies de gestion dites passives, que d'avoir une approche équilibrée, donc barbell entre de la value dans la poche cœur qui joue son rôle d'amortisseur et de la croissance dans son approche multithématique. On reviendra un petit peu plus tard sur les thématiques qu'on met en avant dans cette poche. C'est la meilleure façon de naviguer des marchés qui sont certes cette année et sans doute pour le reste de l'année un peu plus volatiles, mais qui permettent de bien naviguer un petit peu ces périodes de troubles qu'on pourrait avoir dans les marchés. Ce qu'on regarde depuis le début de l'année, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe autour des guerres tarifaires entre les États-Unis et ses divers partenaires, on a des anticipations de sentiments négatifs, que ça soit aussi bien au niveau du consommateur que des entreprises, et qu'on a commencé donc à revoir les anticipations de croissance bénéficiaire, notamment pour le Q1 aux États-Unis, de façon sans doute excessive, puisque tout ce débat autour des tarifs et de l'impact que ça pouvait avoir sur la croissance américaine, la croissance mondiale et plus particulièrement le Canada et le Mexique, ont commencé relativement tardivement en cours de trimestre. On a abaissé les anticipations de croissance bénéficiaire sur le Q1 d'environ 5%. Ça sera sans doute excessif et je pense qu'on risque de se diriger vers une période de publication du premier trimestre qui seront sans doute au-dessus des attentes. Ce qui sera sans doute le point le plus important, ça sera les guidance pour le Q2, puisque les anticipations sur le Q2 ont aussi été révisées à la baisse, mais de façon un peu moins importante. Donc, le discours des chefs d'entreprise lors de cette période de publication sera sans doute plus important que les publications en soi. Une autre slide sur la période, slide suivante, s'il te plaît, Christophe. Voilà, cette slide, elle illustre que généralement en amont des périodes de publication, on a des dégradations relativement fortes. Vous l'avez, la médiane en pointillé, bleu foncé, la partie 2025, ce qu'on a eu comme révision. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du début de la période de publication, c'est la barre rouge au milieu du tableau, que généralement, au fur et à mesure que la publication commence sur le Q1, on a des révisions haussières. C'est un des trimestres sur lesquels les tendances, on a tendance à avoir des prévisions relativement négatives. Sans doute, peut-être parce qu'on a un manque de visibilité, que c'est le premier trimestre de l'année, on ne sait pas encore comment vont évoluer le marché et que globalement, on a des prévisions quand même relativement négatives qui finalement, au moment de la publication, s'avèrent être trop négatifs et on a généralement des révisions haussières qui suivent. Quand on regarde, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis avec les tarifs et l'impact sur la consommation. On se retrouve quand même dans un environnement
où aujourd'hui les principaux drivers qu'on peut avoir de la consommation seront l'emploi. Donc même si l'emploi se dégrade un petit peu, on le voit avec le taux de chômage qui a un petit peu progressé globalement, et on l'a encore vu dans les demandes hebdomadaires d'allocation chômage hier, encore aucun point d'alerte de ce côté-là. Même si on attend d'avoir le plein effet des licenciements, notamment des employés fédéraux, et de l'impact que ça peut avoir dans le secteur privé, puisqu'il y a des estimations circulent que un employé fédéral licencié va donner lieu à 2 consultants derrière qui vont perdre leur emploi. Aujourd'hui, à ce stade, on ne voit pas encore cet impact négatif sur l'emploi. Donc, on a un secteur de l'emploi qui tient, qui est quand même encore relativement résilient. Vous le voyez, on a des croissances de salaire qui permettent aussi d'amortir un petit peu ces chocs inflationnistes. Vous le voyez dans le tableau du haut, et que si on regarde un petit peu dans le tableau en bas à droite, on peut voir que le consommateur américain, certes, a sans doute ralenti un petit peu la consommation sur les premiers mois de cette année, en partie, et ça je pense qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, lié à la période des intempéries. Et d'ailleurs, on le voit parce que dans les derniers chiffres de retail sales, ce qu'on a pu voir notamment à travers le control group, c'est que les ventes en ligne, elles, ont bien progressé. C'est que plutôt les ventes dans les magasins physiques qui ont été décevantes, mais que globalement, on a quand même au sein du control group, qui exclut des éléments un peu plus volatiles, une consommation des Américains qui continuent d'être en santé, et qu'on a on avait des inquiétudes par rapport à l'épargne, mais si on regarde dans le tableau en bas à droite, on voit que les taux d'épargne américains ont tendance, en pourcentage de leur revenus disponibles, sont encore sur des niveaux qui sont tout à fait en lien, ou en tout cas peuvent permettre de supporter, d'amortir des chocs. Des chocs éventuels de l'emploi, ou des chocs de confiance dans les périodes à venir. Sur ce tableau-là, on a voulu un petit peu analyser ce qui se passait entre début février et aujourd'hui sur les divers indicateurs macroéconomiques. Et c'est vrai qu'à ce stade, dans le hard data, donc les données concrètes, on voit pas réellement encore de dégradation. Le gros des dégradations vient plutôt dans la partie sentiment et dans la partie retail. C'est les 2 blocs plus à droite du tableau, mais que les autres indicateurs restent en territoire relativement positif, et que à ce stade, les dégradations qu'on peut avoir, qui sont mis en avant dans la presse spécialisée, ou qu'on entend beaucoup depuis quelques jours, ce sont vraiment des indicateurs de sentiment qui se dégradent, mais à ce stade, on n'en voit pas encore l'effet dans l'économie réelle. Et ça, je pense que c'est un point d'attention qu'il faut garder en tête. Et d'ailleurs, sur la slide suivante, donc vous avez en bleu foncé les indicateurs de sentiment, et en bleu plus clair, ce sont les retail sales. Et ce qu'on peut constater, c'est que à maintes reprises, on a des indicateurs de sentiment qui se sont dégradés, qui passent en dessous de 0, mais que derrière, les retail sales ne se dégradent pas nécessairement, en tout cas de la même ampleur, ou ne passent pas en contraction. Donc, ces indicateurs de sentiment sont quand même relativement volatiles, et je pense qu'ils doivent être pris avec un petit peu de recul dans une analyse un peu plus approfondie de ce qui se passe. Bon, j'évoquais le taux de chômage tout à l'heure. On reste sur des niveaux qui sont encore très 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 loin d'être inquiétants. Et même quand on regarde les durées médianes pour retrouver un emploi par rapport au pourcentage de chômeurs qui sont sans emploi depuis 26 semaines et plus, on n'est pas non plus sur des niveaux qui commencent ou qui devraient nous faire nous inquiéter sur le marché. On est plutôt dans un environnement où ces indicateurs restent relativement sereins. Peut-être avant qu'on passe dans le processus, je lisais ce matin une note de recherche d'un confrère qui remettait en avant une citation d'un économiste américain qui s'appelle Paul Samuelson, qui indiquait que les économistes et les marchés ont prédit 9 des 5 dernières récessions. Donc, c'est vrai que cette citation, on arrive dans des phases ou des moments où la conception du marché est tellement négative qu'on ne voit plus que les mauvais côtés des choses, et qu'on a tendance à oublier que le modèle américain et que le modèle économique américain aujourd'hui, certes, il y a de la volatilité, certes, il y a de l'incertitude, mais que quand même, globalement, les données macroéconomiques tiennent, l'emploi tient, la conso tient,
Il y a quand même des programmes de réinvestissement massif aux États-Unis. On le voit de plus en plus de sociétés, d'entreprises annoncent des investissements locaux pour produire sur le sol américain, ce qui est un petit peu l'objectif de l'administration Trump aujourd'hui. Donc, on a quand même cette dynamique qui se maintient. On a cette façon de voir et de réagir aux États-Unis qui reste quand même très très vite. Il y a une autre citation qui circulait dans cette note, c'est que qui revient, je traduis librement, mais grosso modo qui dit que les Américains, on a tendance à essayer toutes les possibilités pour après revenir à ce qui fonctionne. Et on est un petit peu dans cet environnement-là où on a cette incertitude, mais on a cette capacité de réaction et quand même ce soutien d'une économie forte qui devrait permettre de naviguer ces marchés, certes plus volatiles qu'on a pu connaître dans les 2 dernières années. Alors moi, je voulais juste rajouter un truc quand même, parce que moi je côtoie Eric tous les jours, donc je vais faire une citation à moi, je vais pas prendre la citation de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que, bon, alors Eric, pour ceux qui ne savent pas, alors déjà il est canadien, hein, voilà. Il a cette double culture, et c'est vrai que souvent dans l'équipe, voilà, on le taquine un peu, parce que c'est lui qui a la vision souvent la plus, alors pas optimiste béate, mais en tout cas qui voit souvent le verre à moitié plein, et tous les éléments qu'on vient de montrer depuis le début sont un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que et c'était un peu je vais paraphraser son introduction, mais le catastrophisme qu'on est en train de nous vendre sur la fin du monde aux États-Unis, tous les éléments qu'on a montrés jusqu'alors montrent que bon, ok, il peut y avoir un peu de vol, ça peut être un peu plus difficile, un peu compliqué, il peut y avoir de l'incertitude, il peut y avoir Trump, il peut y avoir tout un tas de choses, mais à la fin des fins, on s'aperçoit quand même que les différents chiffres qu'on a donnés sont plutôt assez cohérents et n'entraînent pas un catastrophisme qui paraît incroyable ou inévitable. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent ici. Oui, rappeler le processus rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le fond. Ensuite, on rentrera un peu dans le détail dans le positionnement aujourd'hui pour faire face justement à cet environnement de marché. Donc, l'idée du fonds, c'est un double moteur de performance. Donc, premier moteur, c'est l'allocation entre les 2 poches. Donc, la poche cœur qui est vraiment l'assise de la gestion. C'est ce fonds qu'on l'a créé, on l'a voulu comme un fonds de cœur d'allocation pour une gestion US. C'est un fonds de cœur de portefeuille qu'on positionne et qu'on va pas tilter pour aller chercher d'autres facteurs de performance, mais qui a son rôle de socle de la gestion. Et le socle même de ce fonds, c'est cette poche cœur qui est basée sur la croissance régulière du dividende. Donc, l'idée, c'est d'avoir minimum 30% en permanence sur cette thématique, pouvant aller jusqu'à 80% si on est vraiment très négatif et qu'on voit un changement un peu plus pérenne de statut du marché. Et donc, qu'est-ce que cette poche-là, elle offre? Elle donne une certaine relative stabilité, puisque ce sont des sources de revenus régulières, ce sont des titres qui, sur longue période, ont tendance à surperformer le marché. C'est des titres qui ont des sociétés qui savent généralement s'adapter à leur environnement de marché, à l'évolution de leur marché, pour pas devenir obsolètes. C'est des sociétés qui ont généralement de très bons management, et donc c'est ce qui permet d'avoir cette assise. À côté, on l'a vu, quand on est dans des marchés qui sont un peu plus risk-on, cette poche-là, elle suffit pas, donc il faut l'adosser à des thématiques de demain. Et dans ces thématiques de demain, aujourd'hui, les principales qu'on a au sein du fonds, c'est le reshoring. Et quand on parle de reshoring, c'est le rapatriement de capacité de production sur le sol nord-américain. Ça peut être dans l'IA, ça peut être dans la santé, dans le secteur manufacturier, ça peut être tout ce qui va impacter indirectement ces rapatriements d'activités. Ça pourrait être à travers des agences de travail temporaires dans des États qui bénéficient de forts besoins en main-d'œuvre pour justement construire ces capacités de production. Donc, c'est très large, mais c'est tout ce qui va toucher ce rapatriement et cette réindustrialisation des États-Unis. La deuxième poche, je vous les donne, mais pas nécessairement en termes de poids. On verra les poids des thématiques un peu plus loin derrière. C'est tout ce qui tourne autour de la sécurité, et notamment la sécurité informatique, que j'ai choisi de dissocier de l'innovation technologique. On le sait, depuis un peu plus d'1 an aux États-Unis, il y a des nouvelles règles qui sont en place pour les entreprises cotées en bourse, avec des obligations de reporting, des obligations d'avoir au sein de leur board des personnes clairement identifiées comme étant responsables de la sécurité informatique des sociétés. On voit le nombre d'attaques dans le monde, de tentatives de
d'attaques en cyber qui ne cessent d'augmenter, et donc les parts des budgets consacrés à la sécurité deviennent de plus en plus importants et des enjeux de plus en plus importants, notamment pour les grandes multinationales. Donc, c'est une thématique qui, pour nous, est porteuse. On a tout ce qui tourne autour des modes de transport de demain. Donc, on l'a à travers 2 titres dont on pourra parler un peu plus tard. Et quand on parle des modes de transport de demain, on est plutôt autour de l'automatisation de la conduite et de la gestion de flotte de véhicules. On a bien entendu une thématique autour de l'innovation technologique, puisque on le sait tous, hein, on vit dans un monde qui est en perpétuel mouvement. On a des innovations qui changent la façon dont on fait les choses, la façon dont on consomme les choses, et que d'avoir une poche sur cette thématique-là, ça reste important. On peut passer peut-être à la slide suivante. Et donc ici l'idée c'était de démontrer, on a repris quelques exemples d'années de performance, notamment si vous regardez 2008, vous regardez 2022 entre autres, hein, ce sont des périodes où on a connu des chocs de marché. Vous avez le premier indice en haut, c'est le dividende aristocrate, qui est basé justement sur ces stratégies de croissance régulière du dividende. Et ce qu'on essaie de démontrer, un peu comme on l'a fait dans la stratégie sur la récente correction, c'est que cet indice-là, qui est le cœur de l'allocation, encore une fois, du fonds, a tendance à mieux résister dans ces phases de baisse ou de correction de marché. Voilà, donc on reprend ici les diverses thématiques que j'ai évoquées. On va peut-être passer directement dans le positionnement du fonds, Christophe. Voilà, donc vous avez le portefeuille aujourd'hui, fin février, devant vous. Donc vous avez la poche cœur dans le tableau en bas à gauche qui représente 40% du fonds. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être être un peu plus exposé sur cette poche d'amortisseur, mais en fait, encore une fois, cette correction, elle a été hyper rapide par rapport aux corrections qu'on a pu connaître par le passé. Elle s'est fait vraiment en quelques jours, et que pour nous, comme ce n'est pas un changement de régime du marché américain, mais plutôt une correction et un point d'entrée, on avait anticipé parce qu'on voyait que les sentiments étaient un peu plus commençait à se dégrader au niveau des US, donc on en avait profité pour progressivement se mettre sur un mode un peu plus défensif et donc monter, parce que toute l'année dernière et en tout début d'année, on était plutôt autour des 30% sur cette poche cœur. On l'a fait progressivement monter à 40%. À ce stade, et vu notre vision de ce qui pourrait arriver dans les trimestres à venir, on n'a pas nécessairement envie d'encore la faire progresser, mais elle restera autour des 40%, sauf changement majeur dans les éléments macroéconomiques qu'on surveille. Donc, vous avez ensuite tout ce qui tourne autour de l'innovation technologique, autour des 30%, tout ce qui tourne autour de la relocalisation, un peu plus autour des 20%, et ensuite les autres thématiques. Et l'autre biais que vous voyez, c'est dans le tableau en bas à droite, qu'on n'est pas nécessairement que large cap, au contraire, on a des allocations aussi sur pas les méga cap, mais grande cap et quelques moyennes capitalisations. Donc on a cette liberté d'aller chercher la performance dans des titres et notamment les surpondérer dans des titres qui sont peut-être moins représentatifs de ce qui a pu faire fonctionner le marché avec ce grand rallye des GAFAM. Prochaine slide. Donc vous ici, vous avez donc les principales positions du fonds fin du mois dernier. Donc vous avez le poids dans le fonds, le poids dans l'indice, la thématique dans lesquelles la valeur est investie et un petit commentaire. Mais ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a des convictions relativement fortes qui se voient à travers la gestion, et que même si on est présente sur certaines des GAFAM, pas toutes, on a des positionnements sur lesquels on n'hésite pas à décorréler de l'indice pour aller chercher de la performance. Après, on pourra reparler des valeurs si vous le souhaitez. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes. Alors, quand on a préparé cette présentation, j'ai dit à Eric que c'était mon slide préféré. Je trouve que ça montre, c'est un très bon révélateur sur un slide de tout ce qu'on a expliqué en amont et de la manière dont Eric travaille au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a rajouté dans cette slide le poids des valeurs que l'on avait en portefeuille avec l'indice pour montrer la décorrélation. Et d'ailleurs, un des éléments qu'on a expliqué, qu'on a eu de cesse d'expliquer depuis juillet de l'année dernière, d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté les premiers webinaires,
sur Sony North America, le pitch de ce moment-là, c'était de dire, voilà, l'univers des valeurs américaines, c'est pas que de la techno, voilà, c'est pas que les 7 magnifiques, et que l'univers de la gestion permet de faire beaucoup d'autres choses. Et l'idée, c'était de dire, si demain les choses se passaient moins bien d'une manière ou d'une autre, cette poche de dividendes aristocrate, qu'Eric a très bien expliqué tout à l'heure, serait un vrai amortisseur. Et pour moi, l'élément majeur depuis le début de l'année, c'est celui-là, c'est qu'on voit, alors ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi peut-être pour d'autres, que depuis le début de l'année, alors même si la période est courte, hein, la gestion active fait mieux que la gestion passive. Donc ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et le message qu'on avait passé depuis maintenant un certain temps également, c'est de dire attention, si demain le marché se retourne d'une manière ou d'une autre, la gestion passive fera moins bien parce que bien évidemment, comme il y a une dissymétrie du poids des plus grandes valeurs dans les indices, quand celles-ci sont un peu impactées par une baisse de marché, évidemment la gestion active reprend toutes ses couleurs et c'est ce qu'on a sur le fond depuis le début de l'année. Le différentiel entre nous et l'indice, il est important. Et pourquoi il est important? Parce qu'on a réussi à être décorrélé de par le poids des indices et le choix des valeurs à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est tout le cœur du sujet. C'est un truc à retenir aujourd'hui, c'est ça. Christophe, il y a peut-être deux questions. Il y en a deux, donc je voudrais peut-être adresser maintenant. Une notamment par rapport au positionnement sur la tech. Si tu reviens sur la slide d'avant. Qui demande pourquoi en fait la question c'est pourquoi ne pas être plus agressif en ce moment sur la tech compte tenu de la baisse des valos. Et si tu peux remonter juste la slide d'avant, Christophe. Donc vous voyez que sur le secteur de la technologie, en fait on est surpondéré. Aujourd'hui, on a même accentué un petit peu cette surpondération sur la phase de repli, mais pas nécessairement sur les méga caps, même si courant du mois, c'est vrai que j'ai réduit la sous-pondération par rapport à Nvidia, qui pour moi on reste sous-pondéré, hein, mais on a réduit cette sous-pondération sur Nvidia, et on a une exposition tech qui est relativement forte, mais pas sur les Mag 7. Donc on continue et c'est vrai qu'on le voit, effectivement les valos sont devenus un peu plus raisonnables sur ce secteur-là. Donc on s'est repositionné là-dessus. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a une thématique sur les sociétés liées à des modèles économiques d'abonnement? Eh ben, on l'a indirectement puisqu'on l'a dans les thématiques liées au changement de mode de consommation. Où on est investi dans des sociétés certaines, ce n'est pas l'intégralité de la thématique, mais on peut être investi dans des sociétés qui vont bénéficier justement de ces modes d'abonnement pour gérer leur activité. On n'a pas de Netflix, mais ça pourrait être une société qui en bénéficie. Et puis cette dernière slide qui est ce slide il est important. Je voudrais juste qu'on s'attarde. On a encore 2-3 minutes, bien évidemment. Je voudrais qu'on s'attarde effectivement sur le positionnement parce que je trouve que ce slide, ces deux graphiques montrent bien le positionnement du portefeuille et comment il peut évoluer avec le temps. Oui, donc c'est surtout le tableau de droite qui reprend. En fait, c'est une analyse sectorielle du positionnement du fonds relative à son bench. Donc, comme on l'évoquait, donc on a, vous le voyez sur la barre en jaune. Hein, donc, on est exposé au facteur dividend yield, ce qui est le rendement, puisque ça fait quand même partie. Même si on regarde pas nécessairement le niveau de rendement, mais plutôt la régularité de la croissance de ce niveau de dividende. Donc, on y est exposé à travers notre poche cœur, qui représente aujourd'hui environ 40% du fonds. On est exposé à la value à travers cette poche-là, mais on est aussi exposé à la croissance. On a également, c'est ce qui ressort de notre poche multithématique. On a un peu de vol, ce qui vient sans doute de notre exposition à la partie volatilité. Donc vous l'avez là, vous l'avez aussi sur les principales positions dans le tableau de gauche en analyse factorielle, les principales positions du fonds. Peut-être une autre question qui vient d'arriver, qui nous pose la question par rapport à des opportunités sur des valeurs comme Datadog, Amazon ou Salesforce. On n'a pas de date. Pardon, excusez-moi. On n'a pas de Datadog dans le fond, mais on a des positions quand même relativement fortes sur Amazon et Salesforce. Pour répondre à la question qui vient d'être posée. Datadog, on regarde, mais on n'est pas aujourd'hui exposé à cette valeur-là. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est vraiment cette allocation équilibrée aujourd'hui entre de la value et de la forte croissance, en essayant de naviguer ces périodes un peu plus troubles où on a des changements de momentum sur ces différents styles, parce que le marché a une certaine incertitude, mais que les fondamentaux du marché aujourd'hui restent valables. Est-ce qu'on a touché le point bas
La semaine dernière, c'était la 4e semaine consécutive de baisse sur les marchés américains. Personne ne pourra vous le dire. Est-ce que le gros de la baisse a été fait? À mon avis, oui. Et donc, des niveaux de correction comme ça pour un investisseur à long terme, ça représente des points d'entrée. Ok, bon, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs autres questions alors, qui nous concernent plutôt en termes d'opérationnel. Sur la partie référencement du fonds, donc le fonds est référencé sur toutes les plateformes de distribution que vous connaissez, avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Donc voilà, donc là, il n'y a pas d'exception aujourd'hui. Donc pour ceux évidemment que ça intéresse, on sera ravis de vous accueillir. Donc n'hésitez pas sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un point important. On a, pour refaire le lien avec une autre question, alors pour ceux à qui que ça aurait échappé, mais on va refaire un webinaire bientôt sur ce sujet-là. Dans la gestion globale aujourd'hui chez Sony et dans l'exposition sur la partie action, il y a un fonds qui s'appelle SAM Cloud Revolution, qui est un fonds, comme son nom l'indique, très orienté au travers de l'univers des valeurs du cloud, dans lequel on pourrait retrouver quelques idées complémentaires sur des parties technologiques. Donc, on a déjà eu l'occasion de faire un webinaire avec Louis Montalembert, qui est le gérant du fonds. On va en refaire un aussi pour répondre aussi à toutes les questions qui peuvent se poser sur l'univers technologique et comment tout cela peut évoluer aujourd'hui dans le monde, parce qu'il y a aussi beaucoup de sujets beaucoup de questions sur la partie techno. Donc ça, c'est un autre univers chez nous qu'on sait également traiter. Et Eric et Louis travaillent ensemble en plus très régulièrement. Donc il y a un bon mix des deux à aller chercher. Donc pour ceux qui s'intéressent, on aura l'occasion dans les prochaines semaines de refaire un webinaire sur cette partie un peu technologique pour apporter un peu d'eau au moulin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on peut en attendre bien évidemment demain avec la correction qu'on a pu voir aussi sur les boîtes de l'univers techno. Il y a un vrai lien intéressant à trouver autour de tout ça. C'est quelque chose qu'on sait bien faire aujourd'hui chez Sony avec une équipe qui est plutôt bien dimensionnée. Donc voilà, c'est un savoir-faire qui est intéressant et qui permet de faire plein de choses. Voilà. Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant de terminer, ou s'il y a d'autres slides que tu veux que je montre, ou il y a d'autres choses que tu veux que j'aille chercher. On va envoyer la présentation. Il y a plein d'autres slides macro en annexe que vous pourrez regarder, et éventuellement, si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter à revenir vers nous. Et puis, pour ceux qui ne la reçoivent pas ou qui seraient intéressés de recevoir, on fait un point marché tous les soirs après la clôture US, où on revoit un petit peu on met en avant un petit peu les différents éléments macro ou micro de la séance. Donc, si des personnes sont intéressées de recevoir ce point marché, ne pas hésiter de vous rapprocher de Paul ou Christophe qui me donneront votre email pour qu'on vous rajoute à la liste de distribution. Oui, alors c'est comme ça que j'allais conclure. Donc tu m'as piqué ma conclusion, mais j'insiste. Donc n'hésitez pas, évidemment, par mail, vous nous envoyez vos coordonnées pour ceux qui le souhaitent. C'est assez rare aujourd'hui d'avoir un gérant sur la place qui fait un point quotidien. Voilà, donc ça a de la valeur. Alors évidemment, c'est pas utile de le regarder tous les jours, mais en tout cas, ça permet d'avoir un vrai repère quand on a besoin de quelque chose, d'aller chercher quelques chiffres essentiels, quelques données essentielles, et c'est un bon révélateur et ça permet de se raccrocher à quelque chose d'existant. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me renvoyer un message et on vous installera dans cette mailing list pour faire le job différemment. Écoutez, merci à tous. Eric, merci beaucoup. Passez un bon week-end et puis n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On se fera un plaisir d'y répondre dans un temps numéro 2. Merci à tous. Merci, au revoir.